La commission d'enquête de la Chambre sur l'assaut du Congrès du 6 janvier commence ses auditions dans un climat délétère entre démocrates et républicains. Le réchauffement de la planète fait des ravages, incendies, inondations, canicules, autant de calamités qui appellent à l'action alors que le monde reste inactif. Les États-Unis mettent fin à leur mission de combat en Irak et quittent l'Afghanistan, essayant de se désengager du Moyen-Orient pour se concentrer sur leur plus dangereux adversaire, la Chine. Cinéma, Roadrunner, un documentaire sur la vie d'Anthony Bourdain, animateur jusqu'à sa mort d'une populaire émission culinaire sur CNN, soulève la controverse. Ici Claude Porcella à Washington. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine et internationale, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, et la légende de la radio, Georges Collinet, animateur de notre rubrique Variété. Début des auditions sur la commission d'enquête de la Chambre sur l'invasion du Capitole par des centaines de partisans de Donald Trump le 6 janvier. Ils ont essayé de stopper la certification de la victoire de Joe Biden qui était en cours dans l'hémicycle du Sénat. Les premiers témoins entendus ont été 4 policiers qui ont tenté de repousser les émeutiers. Leur témoignage, René Lake, a été bouleversant. Oui, Claude, c'était très, très émouvant. L'un après l'autre, ils ont montré comment ils ont souffert, comme ça a été difficile pour eux-mêmes, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, comme ça a été difficile pour leurs compagnons autour d'eux, les autres gardes du Congrès. Ils étaient tous solidaires les uns des autres et cherchaient à se protéger les uns et les autres et à se protéger également individuellement. Ils ont fait référence aux blessures physiques, mais aussi aux blessures mentales et émotionnelles dont ils ont été l'objet. Il y en a un qui a même été traité de tous les noms d'oiseaux que l'on puisse imaginer, y compris des épithètes racistes. Et c'était assez triste. Alors, ce qui était également intéressant, c'est que le panel, ils étaient 4, et les 4 étaient très représentatifs un peu en même temps de l'Amérique. C'était intéressant parce que ça montre que en montant ce panel-là, en les choisissant, ils ont fait attention pour que pratiquement tous les Américains puissent se retrouver, s'identifier à ces policiers-là. En les regardant, que ce soit y en avait un qui est latino, un européen, un noir. Donc, c'était une manière de permettre aussi à tous les Américains de s'identifier à cette histoire d'horreur qu'ils ont racontée. Cette commission a été créée par la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, après que les sénateurs républicains ont refusé d'approuver la création d'une commission indépendante semblable à celle mise en place après les attentats du 11 septembre. Pourquoi ce refus des républicains, Dennis Beaver? Ils sont tellement malhonnêtes. Ils veulent que personne ne pense qu'il y avait presque une révolution. Ah là là, con comme la lune, hein, ces mecs. J'ai honte d'être républicain, dans mon cœur, de voir ces idiots. C'est un cauchemar de penser comme eux, de vouloir refuser voir la vérité et admettre ce qui s'est passé. J'ai honte. Et au départ, Nancy Pelosi a dit que la commission parlementaire serait composée de 7 démocrates et 5 républicains. Le chef de la minorité républicaine, Kevin McCarthy, a alors désigné 5 des siens, mais Nancy Pelosi en a rejeté 2, Jim Banks et Jim Jordan. Pourquoi ces 2-là, Herman Cohen?
ces deux-là sont des enfants chéris de Donald Trump. Donc, on ne peut pas avoir une discussion, un dialogue sur les événements du 6 janvier avec ces deux. Pour eux, il n'y avait pas d'invasion du Capitole, c'était du tourisme. Et M. Trump n'avait aucun rôle là-dedans, tandis que c'est lui qui a encouragé tout ça. Donc, c'était nécessaire pour avoir un dialogue honnête de rester ces deux députés. Et elle a pris tout de même dans son groupe, dans le groupe démocrate, deux républicains, Liz Cheney et Adam Kinzinger, qui ont tous les deux manifesté leur opposition à Donald Trump, qui s'étaient prononcés en faveur de sa destitution, du moins du processus de destitution. Donc, on peut dire d'une certaine façon que la commission est bipartisane grâce à la présence de ces deux républicains, René. Oui, tout à fait. Bon, bien entendu, ce n'est pas le refrain que l'on entend et que l'on va entendre encore plus du côté républicain, puisque bon, ils devaient avoir 5 membres, ils n'en ont aucun d'un point de vue de leur perspective à eux. Mais bien entendu, comme vous l'avez dit, il y a ces deux républicains-là. Mais aussi ce besoin ou cette volonté de politiser à outrance cette commission, de la présenter comme une commission partisane. Je ne pense pas que ça va marcher au niveau de l'opinion publique américaine, parce que au départ, s'ils avaient accepté la commission bipartisane que proposait Nancy Pelosi, le problème ne se serait pas posé, parce qu'elle n'avait même pas le pouvoir de veto sur le choix que les républicains auraient pu faire pour leurs membres. Donc malheureusement, ils ne l'ont pas accepté. Donc du coup, elle s'est repliée sur la deuxième formule, qui est la formule actuelle de la commission spéciale, pour laquelle là, elle a tous les pouvoirs de désignation et de rejet des membres. Donc je crois que bon, on est dans un jeu politique qui est malheureux, mais qui est représentatif de ce que l'on vit depuis plusieurs années dans le pays, malheureusement. Je voudrais vous poser une question à tous les trois. Je ne sais pas qui voudra répondre le premier, mais dans sa composition actuelle, est-ce que vous pensez que cette commission pourra, comme le veut Nancy Pelosi, parvenir à une conclusion qui satisfasse les Américains et qui réponde aux questions fondamentales, qui ont été les organisateurs de l'incursion, qui les finançait, quel a été le rôle de Trump et pourquoi le Capitole n'était pas mieux protégé alors qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs que quelque chose allait se passer. Oui, ils vont y arriver, certainement. Oui, ils auront un succès fabuleux, à mon avis, puisque ils ont le pouvoir de dire, alors, Monsieur Trump, n'importe qui, venez ici et racontez. Donc, ils ont beaucoup de pouvoir, ils vont réussir, à mon avis. Herman? Oui, ils vont réussir parce que la commission a le droit de demander un témoignage honnête. Il faut jurer que vous dites la vérité. Et aussi, plusieurs de ces gens qui ont participé dans les événements de 6 janvier ont fait des vidéos, n'est-ce pas? Ils ont parlé aux vidéos ils ont préparé ça pendant 3 semaines. Ils ont discuté entre eux qu'est-ce qu'il faut faire une fois entré dans le Congrès. Donc, c'était pas un événement spontané. C'était bien préparé et il y a beaucoup de preuves dans les vidéos que nous avons vues nous-mêmes dans les émissions de nouvelles. René, est-ce que vous pensez que la commission, qui va certainement lancer des assignations à comparaître, va pouvoir obtenir les dépositions, les témoignages des gros poissons du genre Kevin McCarthy, qui a parlé à Trump pendant l'incursion et qu'il a supplié de faire le nécessaire pour que ça s'arrête? Oui, écoutez, ça va être j'allais dire un jeu. Oui, c'est un mot qui convient ici, qui va être intéressant à voir se dérouler. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer?
s'il est convoqué, ce qui risque d'arriver très sûrement, il va certainement combattre cela. On risque même d'arriver à des procédures judiciaires. Mais le problème pour les républicains, s'ils font ça, ça va faire traîner la commission. Or, l'une des grandes peurs des républicains, c'est qu'ils ne veulent surtout pas que ça traîne, parce qu'ils voudraient rapidement en terminer avec cette commission d'ici la fin de l'année pour ne pas que ça influence de manière négative leur campagne électorale de 2022 pour reconquérir la majorité au niveau du Congrès. Donc, il va falloir qu'ils fassent très attention parce que plus ils vont combattre le pouvoir d'amener au témoignage certains républicains, certains gros poissons, comme vous disiez, Claude, plus le processus va tirer en longueur et ça peut être à leur détriment d'un point de vue politique. En tout cas, les relations qui étaient déjà détestables entre Nancy Pelosi et Kevin McCarthy, à cause de la composition de la commission, se sont encore détériorées à propos cette fois du port du masque qui a été réimposé à l'intérieur du Capitole et notamment à la Chambre. La présidente de la Chambre a traité le républicain d'imbécile pour refuser de se masquer. Heureusement, les vacances parlementaires arrivent. Pour l'instant, le réchauffement climatique fait des ravages aux États-Unis et à travers le monde. L'été est une période où l'on est supposé se détendre, reprendre des forces, se réunir en famille, voyager. Cette année, l'été était particulièrement important après 18 mois de confinement. Malheureusement, une série de catastrophes naturelles sont en train de ruiner cette saison pourtant tant attendue. La liste des calamités est longue, incendies, inondations, sécheresses et des températures qui ont atteint jusqu'à 50 degrés dans certaines régions des États-Unis. Alors, un été infernal, René Lake. Oui, un épisode caniculaire rare, dit-on, mais malheureusement qui semble se reproduire de plus en plus souvent. Le mois de juin 2021 est le mois le plus chaud en Amérique du Nord, mais c'est également, quand on voit également les analyses et les chiffres donnés en Europe, sur les 5 dernières années, les quatre des dernières années sur les 5 passées ont été les années les plus chaudes depuis que nous avons ces données-là enregistrées. Donc, effectivement, il y a là un véritable problème. Et ce dôme de chaleur, qui est l'effet que l'on a connu au mois de juin de cette année, a été meurtrier. Il y a eu plusieurs centaines de morts. Mais bon, bien sûr, Claude, pour de nombreux républicains, le réchauffement climatique est un canular. Alors justement, je me tourne vers notre républicain maison. Denis, vous vivez en Californie et c'est un État qui a été particulièrement affecté par les incendies. On en notait 81 dans 12 États, c'est vrai, mais les plus féroces sont en Californie où quelques 1600 acres, ça fait à peu près 6 millions de mètres carrés, ont été détruits. Oui, tu sais, on enregistre notre émission, il est 14h30 environ maintenant, ici en Californie, à Bakersfield, dans le milieu du pays, déjà 41 degrés Celsius. Donc, on vous donne un chaleureux accueil, on peut dire. C'est un vrai cauchemar l'été ici. Oui, il y a un changement, évidemment, du climat. Et ça fait peur, puisque la Californie, toute ma vie ici en Californie, c'est un pays agricole et pétrolier. De la bouffe vient d'ici. Et sans eau, alors, c'est pas rigolo. Et les habitations qui brûlent, les incendies, parce que ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui lisent mes articles au Nord, au Californie du Nord, et ils m'appellent à leur donner les problèmes d'assurance qu'ils ne veulent pas payer. Donc, vraiment, catastrophe.
C'est tellement demandé. Et pourtant, les républicains freinent les mesures qui pourraient améliorer la situation, notamment en réduisant les effets de... Non, pas tous. Ils sont pas tous bêtes. Herman, les États-Unis, à votre avis, font-ils assez pour réduire justement les effets du réchauffement climatique? Je crois que l'administration de Biden commence. Il y a un long chemin à faire, mais ils encouragent le changement de voitures entre les voitures qui brûlent l'essence aux voitures qui utilisent l'électricité. Et dans le dernier budget qui a passé le Sénat, je crois qu'il est en train d'être passé au Sénat, il y a beaucoup d'argent pour la construction de stationnement d'électricité, où les voitures d'électricité peuvent recharger leur batterie, n'est-ce pas? Donc, l'idée de cesser de brûler l'essence est très importante parce qu'il y a centaines de milliers de voitures aux États-Unis qui envoient beaucoup de charbon dans l'atmosphère. Moi, j'ai un projet en Afrique, j'encourage le secrétaire Kerry de collaborer avec les pays en Afrique centrale, où il y a la grande forêt du Congo. C'est le deuxième forêt tropicale dans le monde après l'Amazon. Donc, j'encourage d'aider ces pays à cesser de couper le bois et de planter des arbres et d'utiliser cette forêt comme de retirer le charbon de l'atmosphère. Et ça, j'encourage les chefs d'État de ces pays de communiquer avec Kerry pour commencer cette procédure. Donc, petit à petit, je crois que l'administration Biden commence à faire beaucoup pour empêcher le réchauffement de la Terre. René, l'administration Biden a évidemment changé la politique en ce qui concerne le climat. Il est évident que lorsque Trump était au pouvoir, toutes les mesures pour améliorer la situation prises par Obama avaient été éliminées. Joe Biden y revient. Donc, est-ce qu'on peut être optimiste sur le rôle des États-Unis? C'est tout de même un pays qui est parmi les plus pollueurs, mais il y en a d'autres, l'Inde, la Chine. Et aussi, comment peut-on empêcher les pays en développement de se développer en imposant des règles trop strictes? Oui, c'est difficile alors qu'on impose des règles strictes, alors que pendant 4-5 siècles, avec l'industrialisation, on a peut-être pas 4 siècles d'industrialisation, mais au moins 3, on a pollué au maximum la planète. Donc, c'est vrai que c'est un argument difficile à avoir, mais à un moment, nous sommes dans une crise existentielle, littéralement. Tout le monde va devoir jouer le jeu. Je partage l'optimisme d'Herman Cohen, parce qu'en effet, je crois que cette administration, rien qu'avec le fait d'avoir simplement nommé John Kerry comme l'agent spécial, si vous voulez, membre du gouvernement, du cabinet, une position prééminente dans le gouvernement comme responsable de la question climatique, je crois que là, ça me montre bien qu'ils prennent ça très au sérieux. Et de toutes les manières, le flanc gauche progressiste, comme on dit, du Parti démocrate est suffisamment fort et audible sur cette question. Donc, je pense qu'on va dans une bonne direction en ce moment. Mais rapidement, Claude, je voulais rappeler à ceux qui nous écoutent que la ville ou le village, je ne sais pas comment il faudrait dire, de Lytton au Canada, où il a été enregistré une température de 49,6, donc littéralement 50 degrés, comme vous le disiez en début d'émission. Non seulement ça a été la température la plus élevée, mais de ce fait-là, il y a eu un incendie qui a littéralement effacé le village de la carte. Et ça, c'est au Canada, au nord même des États-Unis.
Le New York Times se demande si justement ça n'est pas la fin des étés auxquels les Américains étaient habitués. Alors allons-nous devoir abandonner les plages pour des piscines intérieures climatisées? Les États-Unis se désengagent du Moyen-Orient pour mieux se concentrer sur l'Asie. Nous en discutons après cette pause. Les États-Unis ont annoncé qu'ils ne participeraient plus aux opérations militaires aux côtés de l'armée irakienne et se limiteraient à fournir à Bagdad une assistance technique. Mais ils maintiennent tout de même, René, leurs 2500 soldats dans le pays, à l'inverse de l'Afghanistan où pratiquement maintenant toutes les forces américaines ont été retirées. Oui, ils maintiennent juste quelques militaires au niveau de l'aéroport et de l'ambassade pour protéger l'aéroport à Kaboul. Oui, je crois que alias Yakta S, comme on dit, le sort est jeté. Je ne sais pas ce qui va advenir, mais rien qu'aujourd'hui déjà, il y a eu des attaques meurtrières, notamment de forces afghanes. Donc, je crois que ça risque potentiellement, en tout cas, les risques d'un renversement de situation ou de revers important sont là pour l'administration Biden dans les mois ou les années à venir. Mais je crois que malheureusement, ce sera les mois. Et maintenant, il y a tout le côté dramatique, le côté humain qui est, de mon point de vue, certainement le plus important, avec les réfugiés de toutes parts qui se retrouvent dans tous les pays de la région. Rien qu'en Iran, il y en a 2 millions. En fait, il y en a plus de 2 millions enregistrés, plus 1,5 million non enregistrés. On est au-delà de 3 millions, rien que de réfugiés afghans. Donc, la tragédie humaine ne va faire que s'amplifier, malheureusement, Claude. Oui, c'est un risque d'ailleurs, je pense, pour Joe Biden, parce que s'il y a véritablement le bain de sang que beaucoup redoutent, ça sera tout de même une tâche sur sa présidence. Denis, vous devez être satisfait, vous aviez applaudi le départ des Américains d'Afghanistan, oui. Et maintenant ils réduisent leur rôle en Irak. Oui, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, je pense que on a ras-le-bol de ces deux pays. On n'a pas accompli grand-chose. Zéro. En Afghanistan, ça nous a coûté presque 2500 vies pour rien. Et les talibans sont de retour. Ce pays va tomber dans du sable mouvant, comme avant. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Et vous ne pensez pas que si les terroristes, les groupes islamistes... Ah oui, non, pas eux. Ils sont en vacances. Ils sont heureux comme tout. Hein? Oui, ils sont heureux, mais ils peuvent éventuellement retourner, reprendre leurs activités, attaquer de nouveau les États-Unis. Donc... on se retire, mais certains disent on sera peut-être bien forcé d'y retourner. Oui, je pense qu'on sera de retour tôt ou tard. Donc, ça n'est pas véritablement un progrès. Herman, selon pas mal d'analystes, Joe Biden essaie de se désengager du Moyen-Orient, qui a toujours été une source de problème pour les États-Unis, de pouvoir se concentrer sur ce qu'ils considèrent maintenant comme le principal danger pour les Américains, une Chine qui devient de plus en plus agressive économiquement et militairement. Non, je suis pas d'accord. C'est un désengagement militaire du Moyen-Orient, mais c'est pas un désengagement politique du Moyen-Orient. Regardez ce que l'ancien président Trump a fait. Il a fait normaliser les relations entre Israël et des Émirats avec plusieurs pays arabes. Ça, c'est pas rien, ça. Et je crois que Biden vient de nommer un ambassadeur, quelqu'un très important dans son administration, M. Sides, être ambassadeur en Israël. Et je crois qu'on va voir une initiative de Biden de faire la paix entre Israël et les Palestiniens. Et donc, ce n'est pas un désengagement politique.
l'engagement des États-Unis du Moyen-Orient est toujours très important. Non, je suis d'accord avec vous, mais ça ne sera plus, le problème principal sur lequel vont se concentrer les États-Unis. Maintenant, c'est un fait. Tous les regards se tournent vers l'Asie et la Chine, c'est incontestable, présente un risque pour les États-Unis. Je sais que le nouvel ambassadeur de Chine, Qin Gang, vient juste d'arriver à Washington. Bon, il y a peut-être un petit signe d'une possible amélioration. Il a souhaité aux États-Unis de remporter la victoire contre la pandémie, mais enfin, est-ce que c'est suffisant pour réchauffer les relations? Et on voit d'ailleurs les États-Unis s'intéresser de plus en plus à l'Asie. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, est en ce moment en Inde. Donc, on renforce l'alliance, la Quad, avec l'Australie, le Japon, l'Inde. Et on essaie de contrer justement cette emprise de la Chine sur la région. Mais la Chine n'est pas la seule grande puissance en Asie. Vous avez l'Inde et ils partagent une frontière. Et donc, l'Inde est un grand danger pour la Chine. Donc, la Chine ne domine pas l'Asie. La Chine a une relation avec la Corée du Nord. Et tant mieux pour ça. Et, je ne crois pas que nous sommes en concurrence avec la Chine. Nous pouvons collaborer avec la Chine pour le réchauffement de la Terre, par exemple. Donc, je ne vois pas une concurrence avec la Chine. Je vois surtout... oui, il y a une concurrence, mais c'est pas je ne peux pas utiliser le mot danger. Je crois que nous sommes sur le point d'équilibre entre nous et la Chine. Oui, Claude, sur ce point, moi, j'avoue que je partage tout à fait l'approche et le point de vue d'Herman. Parce que je sais que dans la presse africaine, dans la presse européenne, il y a cette idée selon laquelle la Chine est l'adversaire principal de l'Amérique. Il y a toute une sorte d'image nouvelle qui s'est créée d'une sorte de bipolarisation entre les États-Unis et la Chine. Et j'avoue que franchement, ce n'est pas quelque chose que personnellement je perçois. Je comprends pourquoi les gens le présentent comme cela, parce que c'est vrai que la Chine est devenue très agressive, notamment au plan commercial. Mais je ne pense pas que la Chine soit un enjeu majeur d'un point de vue d'un danger militaire et d'affrontement avec les États-Unis. Ça, c'est vraiment pas un truc auquel je souscris. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une compétition au plan commercial, au plan économique. Et je crois que de ce point de vue-là, j'allais dire les avancées de Trump, j'exagère peut-être, mais les politiques un peu agressives de Trump, vous voyez bien, l'administration Biden ne va pas complètement revenir dessus. Elle va surfer un peu sur ça pour essayer de changer un peu l'approche chinoise, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une tension ou qu'il y a même une tension particulière avec la Chine. Et de vous à moi, je pensais la même chose par rapport à la Corée du Nord. Je me souviens que même quand Obama a dit, écoutez, le principal danger pour l'Amérique, c'est la Corée du Nord. Personnellement, je n'ai jamais cru à cela. Heureusement, de ce point de vue-là, les Européens n'ont jamais pensé que cela ait été exact. C'est l'un des rares points sur lesquels j'avoue que j'étais en désaccord avec Obama. Bien, espérons que vos prédictions sont exactes. On ne peut que le souhaiter pour la paix du monde. Dans un instant, nous retrouvons Georges Collinet avec l'actualité du showbiz. Dans sa rubrique Variété, Georges Collinet nous parle cette semaine d'un documentaire sur la vie d'Anthony Bourdain, qui avait initié les téléspectateurs de CNN à la cuisine internationale. Georges ? Oui, Claude, le 8 juin 2018, le célèbre chef Anthony Bourdain a été retrouvé mort à l'âge de 61 ans à l'hôtel de Chambord en France par son ami Éric Rupert, grand chef du fameux restaurant 4 étoiles, le Bernardin à New York. Et
notre ami Anthony Bourdain s'était suicidé par pendaison. Moi, je ne ratais jamais un épisode de ces émissions de télé. No Reservation, j'adorais cette présentation. Puis Parts Unknown, où Anthony transportait le téléspectateur à travers le monde à la découverte de mets, de plats, de personnages et de cultures, mais vraiment extraordinaires. Et dans ces voyages, on pouvait non seulement se régaler des trésors culinaires d'un pays, mais aussi comprendre les conflits qu'il avait façonnés, également d'y découvrir la vie des gens. Anthony Bourdain était une vraie rockstar du monde de la cuisine. C'est un monde qu'il connaissait bien car Georges, il avait été cuisinier lui-même et il faut dire qu'il n'épargnait pas ses collègues. Exactement. Il n'hésitait pas à comparer les chefs cuisiniers à des pirates de la pire espèce. Je parle presque comme Denis là en ce moment. Il avait écrit un cuisinier est fait d'aventure, de pillage et de rock'n'roll avec un mépris de toute morale conventionnelle et le tout, bien sûr, généreusement arrosé d'alcool, de sexe et de drogue. Et c'est d'ailleurs un article publié en 1999 dans le New Yorker intitulé « Ne mangez rien » avant d'avoir lu cet article qui l'a rendu célèbre. Il y exposait les secrets peu alléchants du monde des restaurants. L'article remporte un énorme succès, si bien que en 2000, Bourdain publie le livre Kitchen Confidential, qui devient vite un best-seller. Avec un tel succès, on peut se demander pourquoi il s'est suicidé. C'est ce que Morgan Neville, qui est le réalisateur de Roadrunner, le titre du film, tente de démontrer avec plus ou moins de succès. Mais expliquer un personnage aussi compliqué n'est pas une mince affaire. Roadrunner passe beaucoup de temps sur la personnalité extrêmement charismatique d'Anthony Bourdain, qui montre de nombreux segments des épisodes de Parts Unknown, mais parle finalement très peu du passé d'héroïnomane de la star, cette star qui a d'ailleurs réussi à surmonter ce problème et dont il parlait sans embâche, ou bien sûr de cette constante et souvent stupide recherche destructrice de nouvelles sensations de drogue et de sexe qu'Anthony Bourdain a décrit dans ses mémoires. Quel homme! Le documentaire a été critiqué, Georges, pour un détail technique. Le réalisateur ayant utilisé à un moment une voix synthétique pour remplacer celle de Bourdain. Oui, c'est exact. Bon, Morgan Neville a effectivement utilisé l'intelligence artificielle, un logiciel de clonage de la voix humaine pour faire dire à Bourdain des choses qu'il n'avait jamais dites, enfin de son vivant, mais précise Neville qu'il avait écrites, surtout des courriels, des emails. Il avait reçu l'accord de la veuve de Bourdain, et si Neville a été critiqué, eh bien c'est parce que cela intervient à un moment où il y a un grand débat sur l'utilisation des nouvelles technologies et des problèmes d'éthique qu'elles posent, bien sûr. Pourquoi ce titre de Roadrunner, littéralement en français un coureur de route? Oui, Roadrunner, c'est un étrange titre en effet. Vous connaissez peut-être le dessin animé Mes petits joues. Vous connaissez. Alors utilisez ça comme titre pour ce documentaire. Bien, bon, d'accord, pourquoi pas. C'est un documentaire en tout cas à savourer pour la bonne bouffe et les bons vins et liqueurs qu'on y découvre. Une star exceptionnelle et des images fabuleuses. Mais tout ça vous laisse un peu sur votre faim. En tout cas, c'est bon pour l'été. Bon appétit, Georges. Merci. Ça s'achève. Merci René, Denis, Hermans, Georges et sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Ndjemba. Et merci une fois encore à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos suggestions, de vos questions et adressez-les à .usa, frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.